Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Jahazi le podcast du site d'histoire-géographie de l'Académie de Mayotte. Notre objectif est d'abord d'apporter un éclairage scientifique et pratique en interviewant des chercheurs, des enseignants, spécialistes d'une notion contenue dans les programmes d'histoire-géographie, de MC ou de spécialité. Jahazi le podcast est ensuite le moyen pour notre discipline, dans une région géographiquement éloignée des grandes institutions scientifiques et culturelles, de garder une mémoire des entretiens donnés par les spécialistes. Jahazi le podcast se veut enfin un instrument d'auto-formation professionnelle conçu comme un écho des stages organisés dans le cadre du plan académique de formation. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir Fabrice d'Almeida. Fabrice d'Almeida, vous êtes agrégé, docteur en histoire, Bonjour. vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, vous dirigez le master 2 médias et mondialisation et la chaire d'enseignement et de recherche audiovisuelle et numérique, où vous poursuivez des recherches historiques sur l'Allemagne nazie. Vous intervenez régulièrement sur les ondes de Radio France, sur France Télévisions. Je signale d'ailleurs à l'intention de nos collègues, parmi vos nombreuses émissions passionnantes, une en particulier que vous animiez sur Europe 1 qui s'appelait Au cœur de l'histoire, où à partir d'un fait d'actualité récent, vous tiriez un fil jusqu'à un événement historique. Votre actualité en ce moment, c'est la publication d'un nouvel ouvrage intitulé Histoire mondiale des riches, publié chez Plomb, où vous vous intéressez à l'origine du pouvoir des plus grandes dynasties financières. Pour animer ce podcast avec moi, comme à l'accoutumée, M. Clément Camouly-Lecran, professeur d'histoire-géographie, formateur académique et chargé de mission d'inspection. Alors, Fabrice d'Almeida, nous vous recevons aujourd'hui pour évoquer votre domaine de recherche, à savoir le nazisme et la propagande politique. Alors, pour débuter ce podcast, une question introductive traditionnelle. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui vous a amené vers ce domaine de recherche particulier qu'est l'Allemagne nazie? En fait, c'est le hasard et l'amitié. Au départ de ma carrière, j'ai commencé par travailler sur l'Italie. J'étais spécialiste de l'Italie et de sa vie politique, en particulier du Parti socialiste. C'est pour ce motif d'ailleurs que j'ai été membre de l'École française de Rome et que j'ai commencé à publier un certain nombre de travaux sur ce sujet. Et je travaillais déjà un peu sur les médias et la propagande. J'avais auparavant appris l'allemand quand j'étais jeune à l'école et au lycée. Et j'avais fait plusieurs voyages en Allemagne, mais je l'avais un peu oublié devant le bonheur et le plaisir d'être en Italie. Et un jour, j'ai vu un film que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Il Generale della Rovere, qui est un film de l'immédiate après-guerre et qui raconte l'histoire d'un escroc qui se fait passer pour un général et qui meurt fusillé. Et j'en parle à un ami italien. Et il me dit, mais tu sais, l'acteur qui joue le rôle principal, qui était un des principaux réalisateurs du néo-réalisme italien, en fait, c'était un acteur mondain sous le fascisme. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il me dit, ben, c'est un acteur qui jouait dans des films un peu légers, des comédies où il y avait un jeune homme riche qui allait rencontrer une jeune fille et qui allait finir par se marier. Et cet acteur, c'était Vittorio De Sica. Et donc, j'entends cette phrase et il y a quelque chose en moi qui résonne dans le paradoxe du mot vie mondaine juxtaposé avec le fascisme. Et je me dis, je n'avais jamais imaginé qu'il y ait eu, alors que c'est parfaitement logique, une vie mondaine sous le fascisme. Et donc, je me dis, tiens, un jour, il faudra que j'étudie ça. Et il se trouve que à cette époque-là, j'étais professeur à Nanterre. Et j'ai un jeune collègue qui finissait sa thèse, qui me dit, qui travaillait sur l'Allemagne. Je m'ouvre auprès de lui de ce sujet. Il me dit, il s'appelle Nicolas Beaupré d'ailleurs, maintenant il est professeur à Lyon. Et il me dit, c'est marrant, tu devrais comparer avec le nazisme. Et je me dis, mais c'est une idée géniale. Et Nicolas me dit, ben, prends contact avec Tienne François à Berlin et pourquoi tu n'irais pas passer 3 mois là-bas pour travailler ce sujet? Donc je dis, OK, j'y vais. Et je me retrouve pendant 3 mois à Berlin à commencer à aller aux archives. Et là, je me rends compte qu'il y a un océan sur la méconnaissance du mode de vie des élites sous le Troisième Reich. Et là, tout d'un coup, je me dis, bon, ben, OK, le sujet,
ça va être la vie mondaine sous le nazisme. Et je commence à travailler. Et là, vraiment, j'ai trouvé des sources, mais juste exceptionnelles. Euh, les, c'est des sources qui paraissent à la fois ridicules et dans lesquelles, en fait, se vivent toutes les relations sociales. Un carnet de balles. Vous imaginez une jeune fille dans les années 30 sous le nazisme qui a noté les personnes avec qui elle va danser pendant la soirée. Il y a des officiers, il y a des membres du parti nazi. Donc, tout d'un coup, c'est un horizon qui s'ouvre sur les relations humaines, des plans de table. Qui mange avec qui pendant une soirée à l'opéra? Qui mange avec qui pendant un dîner diplomatique? Qui est à la table de Göring? Qui est à la table de Hitler? Comment ça se passe avec les diplomates français? Qui fréquente l'ambassade d'Allemagne à Paris entre 1936 et 1945? Parce que l'ambassade d'Allemagne a gardé le livre de ses repas et des invités à dîner. Et vous voyez les noms défiler. Quelle voiture conduit Adolf Hitler? Est-ce que c'est la même que celle des riches banquiers, etc., etc. Et petit à petit, je trouve la liste des cadeaux de Noël offerts par Himmler, la liste des cadeaux d'anniversaire offerts année après année par Himmler. Donc, je trouve des détails qui sont totalement, comment dirais-je, insignifiants et en même temps qui, mis bout à bout, dessinent les relations entre l'élite du pouvoir, les élites d'argent, l'élite de la naissance, la noblesse, la très haute noblesse. Et on peut se rendre compte que tout un tas de discours ont été construits qui ne correspondent pas à la réalité. On passe son temps à vous dire que la haute noblesse avait du mépris pour les nazis. Mais quand vous regardez les archives, les plans de table, les listes de mariage, vous constatez qu'en réalité, la haute noblesse a fini par se rallier aux hommes de pouvoir et par entrer elle aussi à son tour dans la dynamique du pouvoir. Je vous dis ça, c'est statistique. Il y a en gros entre 2 et 6% de nobles en Allemagne, ça dépend de ce qu'on prend comme statistique. Mais quand on regarde les dîners, on a des taux de nobilité. Alors, je m'appuie sur des indices, je n'ai pas vérifié systématiquement tous les arbres généalogiques, mais les indices nominatifs, les von, les Freiherr, tous les titres qui sont encore en usage et que le protocole, évidemment, sous le Troisième Reich, a à cœur de mettre en avant, eh bien, on se rend compte qu'on a entre 20 et 30% de nobles selon les soirées. Donc, tout d'un coup, on se rend compte que la noblesse allemande s'est reconvertie dans le nazisme. On se rend compte aussi que les hommes d'argent, que les hommes d'affaires se sont reconvertis dans le nazisme. Et donc, c'est comme ça que cette recherche, petit à petit, m'amène à rentrer dans le détail des élites du Troisième Reich et dans les modes de vie. Parce que bien évidemment, pour comprendre ce qu'il y a de différent dans le mode de vie d'un Goebbels et dans le mode de vie d'un paysan bavarois, il faut que je sache comment ils s'alimentent, comment ils se déplacent, est-ce qu'ils ont une maison chauffée ou pas, est-ce qu'ils ont une voiture ou pas, est-ce qu'ils ont un poste de radio ou pas, etc., 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 etc. Et donc, je rentre dans la vie quotidienne de ce régime et j'y rentre en fait à partir de sources qui ont été totalement négligées et qui se révèlent extrêmement passionnantes. D'accord, merci beaucoup. Alors, avant de vous poser quelques questions justement sur votre ouvrage entre parenthèses que moi j'avais découvert effectivement dans une librairie au moment de sa sortie en 2006. Et c'est vrai que j'avais été choqué en fait par cette couverture avec la flûte de champagne siglée de la Croix gammée. Et c'est ça qui m'avait d'ailleurs attiré en fait vers cet ouvrage. Donc, je l'ai lu en 2006. Une petite question d'abord, rapidement. Donc, vous êtes spécialiste également des médias. Et donc, évidemment, on en a déjà parlé, hein, auteur de cet ouvrage donc, sur de la vie mondaine sous le nazisme. Est-ce qu'on peut vous considérer comme un spécialiste de l'histoire culturelle? Et deuxième petite question, comment est-ce qu'on pourrait la définir, cette histoire culturelle? Alors moi, en histoire, vous savez, on a des classements qui sont extrêmement méticuleux et qui reviennent en réalité à des écoles de pensée. Moi, l'école de pensée dans laquelle je m'inscris n'est pas exactement celle de l'histoire culturelle. L'histoire culturelle, c'est vraiment cadré
Pascal Horry, Jean-François Sirinelli, qui sont des gens qui ont des méthodes de travail qui sont très proches des miennes et que j'aime beaucoup, mais ce n'est pas la filiation dans laquelle je m'inscris, parce que eux deux remontent à un autre personnage dont ils se sont éloignés, mais qui a été un de leurs maîtres, qui est René Raymond. Et René Raymond, qui était président de Nanterre, qui a été président de la Fondation nationale des sciences politiques, qui a été un homme très important pour l'histoire en France, chrétien, catholique. René Raymond faisait de l'histoire politique. Et moi, mon directeur de recherche, au moment de ma thèse, c'est Philippe Le Villain. Philippe Le Villain fait de l'histoire religieuse. Il fait l'histoire de la papauté. Et moi, j'ai plutôt tendance à m'inscrire dans le filon raymondiste, c'est-à-dire à être plutôt quelqu'un qui fait de l'histoire politique. C'est-à-dire, mes objets peuvent être culturels, mes questions sont politiques. Mais là où je suis d'accord avec les gens de l'histoire culturelle, c'est qu'on est un peu tous d'accord pour dire qu'on ne peut pas s'en tenir uniquement à une histoire économique et sociale. C'est-à-dire que, au fond, hein, pour le dire autrement, l'histoire économique et sociale reposait un petit peu sur le présupposé marxiste qu'il y avait un matérialisme économique qui était prégnant dans l'histoire, c'est-à-dire que ce qui déterminait le comportement des gens, c'était le rapport au capital, le rapport à la propriété et le rapport à l'argent. Et au fond, que ce soit l'histoire culturelle ou l'histoire politique, on considère que non, il y a des régimes de croyance, il y a des imaginaires, il y a des représentations qui font que les gens agissent comme ils agissent. Et au fond, le matérialisme historique n'était qu'une représentation parmi d'autres. Et ce n'était pas forcément celle qui permet de comprendre, par exemple, pourquoi est-ce que des jeunes gens vont se radicaliser et vont décider de partir en 2013, 2014, 2015 pour rejoindre le califat. Si on analyse ça en termes marxistes, c'est incompréhensible parce que la même classe sociale va se retrouver parfois très très bien intégrée en France. Et donc le critère qui va être déterminant va être de l'ordre de l'endoctrinement, l'embrigadement, et donc on voit bien qu'on est rentré dans des processus qui relèvent de la psychologie ou de la sociologie plus que de l'économie. Donc voilà, j'aurais plutôt tendance à me situer en histoire politique, mais le fond de l'affaire, la vérité, là où je me situe vraiment, c'est au fond dans une lecture un peu à la Alain Corbin. C'est qu'il y a des représentations. En fait, les images mentales que nous avons, la manière dont nous imaginons les choses, dont nous nous figurons les choses, explique une bonne partie des décisions que nous prenons. Donc, D'accord, merci beaucoup. voilà, c'est histoire politique, histoire des représentations. D'accord. Alors du coup, justement, en parlant de ces images mentales, c'est vrai que quand on pense au régime nazi, l'image qui vient en premier, c'est effectivement c'est l'image de la force, l'image de la violence brute. Et vous montrez finalement dans votre ouvrage qu'il y a d'autres mécanismes justement que ceux de la force et de la violence qui ont œuvré à l'émergence du régime nazi et à l'adhésion également de la population. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer finalement quels sont ces autres mécanismes qui ont permis finalement à la population finalement d'adhérer à ce régime? Ouais, deux points pour cadrer le truc. Le fascisme, hein, c'est quoi? Le fascisme, ça doit être le fascisme en Italie, hein, le régime fasciste. C'est à peu près jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Hein. La Deuxième Guerre mondiale, ensuite, c'est une autre logique. Mais jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'est quoi? C'est un peu moins de 200 morts politiques, à peu près 2000 internés politiques. Vous voyez la proportion? Et peut-être, vous allez trouver que je fais exprès des multiples de 10, mais ce n'est pas faux. Et peut-être 20 000 exilés politiques. OK? À peu près. Maximum. Bon. Le nazisme, c'est
avant la Deuxième Guerre mondiale, en mort politique, on doit plutôt se rapprocher de 2000. En exilé politique, on doit se rapprocher d'une centaine de milliers, peut-être de 100 000. Et en interné politique, si on prend la vague maximale, hein, qui est 1933, 34, 35, qui est la vague maximale d'arrestation politique au sein du Troisième Reich, on doit être à 500 000. Après, ça redescend, et puis ça va remonter avec, à partir de 1938-39, avec l'internement des Juifs, l'internement des Slaves, et puis avec la Deuxième Guerre mondiale, ça change de proportion. L'Union soviétique à la même époque. Là, on est dans autre chose. L'Union soviétique à la même époque, on est à 1 million d'internés. On est à 1 million d'internés. On doit être déjà à quoi? À 5 ou 10 millions de morts. Vous imaginez le truc? Donc, ces régimes totalitaires, on en parle comme ça, mais ils ont des ampleurs d'usage de la violence qui ne sont pas du tout les mêmes. Et pourquoi? Parce qu'il y en a qui cherchent plus ou moins le consensus. Et la grande force du fascisme italien, c'est de rechercher le consensus maximal, le plus large. C'est pour ça qu'il ne touche pas à la royauté. C'est pour ça qu'il fait le concordat avec le pape. C'est parce que Mussolini, il a l'idée que pour durer, il faut que tout le monde soit d'accord. Que tout le monde soit d'accord sur les objectifs et les thèmes du fascisme. Le thème de la grandeur de l'Italie, tout le monde est d'accord. Mussolini, il n'a aucun conflit avec les Juifs avant 1937-1938. Il a un conflit avec les Noirs à partir de 1935 puisqu'il veut élargir son empire à l'Éthiopie. Mais le concept de race, il n'était pas premier au départ dans le fascisme. Yarash, l'avocat de Mussolini, c'est un juif. L'une de ses premières maîtresses, c'est une juive. Donc, il n'est pas du tout avec un entourage qui est hostile aux juifs du tout. Il n'a pas ce discours-là. C'est pas un maurassien, c'est un sorélien. Oui, il a étudié Gustave Le Bon, donc il est de ce côté-là. Il est du côté de la démocratie, en quelque sorte, de la Respublica qui peut accepter, et même l'unité italienne, c'est faite pour les Juifs, puisque c'est l'unité italienne qui a permis l'abolition du servage en Italie. Et Mussolini, il est pour l'unité italienne. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça le contexte. Passons au nazisme. Le nazisme aussi, il veut le consensus. Il veut le consensus, mais il a un niveau d'hostilité à une catégorie de la population qui est extrêmement fort. Il est hostile aux Juifs. Donc, à partir de ce moment-là, l'obtention du consensus est déjà plus compliquée. Parce que c'est une minorité, mais c'est une minorité ancienne, c'est une minorité qui a fait la Première Guerre mondiale, c'est une minorité qui, d'une certaine manière, s'est fondue dans le Deuxième Empire, dans le Reich wilhelminien. Ils se sont fondus dedans. Une bonne partie d'entre eux se sont convertis. On a des leaders de la peinture, des gens qui ont créé la sécession, des mouvements artistiques qui sont l'équivalent de l'impressionnisme. C'est puissant. Donc tout ça, c'est ce monde-là. Et eux, ils disent non, il faut les chasser. Il faut les chasser, il faut qu'on s'en débarrasse. Donc le degré pour construire le consensus est plus compliqué. Mais ça reste une minorité, les Juifs. Maintenant, passons à l'Union soviétique. Comment on construit un consensus alors que les gens qu'on veut éliminer, c'est les aristocrates, tous. Ensuite, on se dit, et pourquoi pas on élargirait à la noblesse? Et puis ensuite, on se dit, et pourquoi on n'élargirait pas aux propriétaires d'usines? Ensuite, on se dit, et pourquoi on n'élargirait pas aux ingénieurs, etc., etc. Donc, le niveau pour construire le consensus est beaucoup plus difficile. Donc, le niveau de violence est encore plus exacerbé en Union soviétique. Donc, je vous dis ça parce que ce cadre-là, il est important, parce que tous ces régimes essayent malgré tout de construire un consensus. Et donc, pour y parvenir, ils utilisent les méthodes de la violence, vous l'avez dit, et puis, bien sûr, les méthodes de la propagande, les méthodes
la distribution et l'allocation de biens, de moyens, de logements, de loisirs, bref, tout un panel d'éléments matériels et immatériels qui permettent aux populations de se sentir reconnues, promues et d'une certaine manière aimées du régime politique sous lequel elles vivent. Donc les Allemands, ça va être l'organisation de tous les loisirs, ça va être une réorganisation complète du mouvement syndical et social pour que les syndicats soient des courroies de transmission pour le parti, pour que le travail en usine se passe à la fois dans un sens de discipline, mais en même temps avec des avantages pour les travailleurs. Pour les classes moyennes, ça va être la prise, la saisie. C'est une économie de prédation. Donc, on saisit ce que les Juifs ont et on le distribue à ceux qu'on considère comme des Aryens. OK ? Quand je dis les Juifs, en fait, on a du mal à définir ce que c'est. Parce qu'au début, ils se disent les Juifs, c'est une race. Ah oui, mais alors comment on fait? Parce que si c'est une race, comment est-ce qu'on va la définir? Donc tout d'un coup, ils se disent le seul moyen de la définir, en fait, c'est de passer par la synagogue. Donc tout d'un coup, c'est plus une race, c'est une religion. Vous voyez bien le truc. Donc ils en arrivent à définir. Et puis ensuite, ils disent ah oui, mais combien de générations, ça remonte à combien? Parce que si je me suis converti au protestantisme, je ne suis plus à la synagogue. Donc, je sors du cadre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, est-ce qu'on compte une génération, deux générations et si mes parents se sont mariés avec une Aryenne, comment ça se passe? Donc, vous voyez, tout ce système-là fait que petit à petit, eux aussi sont obligés de trouver des formes d'accommodement avec leur théorie, quoi. Donc, le deuxième point, c'est que le consensus, il est plus facile à construire quand on a des victoires que quand on a des échecs. Donc, Staline, au début, c'est dur. Enfin, Lénine, il y parvient un peu parce qu'il remporte des victoires militaires avec l'armée rouge. Il réussit à écraser les Blancs, à battre la Pologne, à remettre en place une Russie soviétique qui tienne debout, à avoir des colonies d'une certaine manière en Asie et dans toutes les républiques alentours. Et puis ensuite, Staline, au début, il n'a pas de victoire. Il n'a pas de victoire, il n'a pas de production, c'est très dur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'augmenter encore le seuil de violence et d'essayer d'éliminer tous ceux qu'il appelle les asociaux. Hitler, il va avoir des victoires. Il a des victoires symboliques magnifiques. Il a la remilitarisation de la Rhénanie. Il a la recréation d'une aviation. Il a la recréation d'une armée allemande. Et puis ensuite, il a l'Anschluss. Et puis ensuite, il a la Tchéco. Et puis ensuite, il éclate la Pologne. Et puis ensuite, il défonce la France. Mais quand je vous dis défonce, c'est comme dans un match de rugby. Il faut imaginer. Il a cassé les lignes. Et là, ils ont traversé le terrain et ils sont allés planter 2 essais. Transformés en plus. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un homme qui, en 1940, en juillet 1940, Hitler a tout réussi. Et c'est le moment que choisit le Kronprinz, donc la dynastie déchue allemande, l'héritier de la dynastie déchue allemande, écrit à ce moment-là à Hitler pour lui dire qu'il est le plus grand homme de l'histoire d'Allemagne. Il lui écrit une lettre pour lui dire ça. Mais ce que fait le Kronprinz, tous les Allemands le pensent. Tous les Allemands le pensent. Hitler a tout gagné. Hitler est inarrêtable. Donc, cette situation-là, vous voyez, construire le consensus, c'est à la fois utiliser des moyens, des médias, c'est ce qu'on a pensé pendant très longtemps, la question de la propagande et de la manipulation des masses autour de thématiques, etc. Mais en même temps, c'est tout simplement aussi le sentiment qu'ont les gens de la réussite de leur régime. Et une bonne partie de la réputation, qui est d'ailleurs usurpée, consiste à faire croire qu'en Allemagne, il n'y a plus de délinquance, qu'en Allemagne, il n'y a plus de voleurs, il n'y a plus de tueurs, etc. Et on va d'ailleurs taire le fait, par exemple, qu'il y a eu plusieurs tueurs en série sous le Troisième Reich. Donc, c'est pas que des blagues, les romans policiers qui se passent sous le Troisième Reich. Il y a eu notamment un tueur qui était un contrôleur de gare à Berlin qui a fait plusieurs tentatives de viol et de meurtre sur des femmes et qui finalement est arrêté.
Donc, si vous voulez, il y a à la fois les mythes. Le mythe que les trains arrivent à l'heure sous le fascisme n'est qu'un mythe. En réalité, il y a un collègue anglais qui avait fait l'étude et qui s'était rendu compte que les trains arrivaient en retard comme d'habitude. Mais l'idée de l'ordre, le fantasme de l'ordre absolu, prédominait et on faisait confiance à Mussolini pour régler même la question de la ponctualité des trains. Eh bien, dans l'Allemagne nazie, c'est la même chose. On croit qu'Hitler, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que dans les archives, il y a toutes les demandes de grâce. Et en fait, Hitler accorde très peu de demandes de grâce. Hitler exécute. Donc on a le sentiment, une partie de l'opinion a le sentiment que l'ordre revient parce qu'on applique la peine de mort. Il va appliquer la grâce, Hitler, évidemment, pour qui? Pour les hommes du parti qui sont accusés. Donc, quand il y a, au moment du meurtre de Potemka, vous savez, Potemka, c'est un village où le dirigeant, c'est une étude qu'avait fait Johann Chapoutot, quand il y a l'élimination physique d'un membre du Parti communiste, il y a les 5 SA qui s'étaient rendus coupables de ce crime, sont condamnés en 1932, et Hitler, en arrivant au pouvoir, va les faire gracier. Donc, ils vont échapper à la mort. Et pareil, Hitler va gracier les 5 ou 6 gardes de camps de concentration qui ont été accusés de meurtre dans le camp de concentration. C'est exceptionnel, ça. Hein. C'est le camp de, si je ne m'abuse, de Burg-Hohenstein. Et il y a un procès qui est fait en 1935 parce qu'ils ont tué trop de monde, donc la morgue de l'hôpital à côté ne voulait plus accueillir les cadavres. Donc ils ont dénoncé ça à la police et donc les gardiens de camp de concentration se font juger. Et donc il y a ce procès complètement délirant. Hein. On est en plein nazisme en 1935. Et ils sont condamnés, les gars. Donc ça montre que la justice, à ce moment-là, a encore une marge de manœuvre et une indépendance. Donc ça, c'est assez passionnant quand on rentre dans le détail. Vous voyez le durcissement du régime nazi se fait progressivement. Avant 1936, en fait, il y a encore des marges de manœuvre. Après, ça devient plus compliqué. Et après 1938, là, on est vraiment rentré dans une autre logique. Bien, alors merci beaucoup pour cette réponse. Mais alors du coup, juste si je pouvais avoir un petit éclairage sur finalement quelles sont les bases mondaines sur lesquelles le régime nazi finalement s'est appuyé pour parvenir au pouvoir. Vous parliez tout à l'heure effectivement du prince héritier déchu, vous parliez également de la noblesse allemande. Finalement, comment Hitler a réussi finalement à monter finalement, à parvenir à accumuler autant de pouvoir? Il y a plusieurs dynamiques. Il y a la dynamique avant l'arrivée au pouvoir. Avant l'arrivée au pouvoir, malgré tout, ce qui prime pour le nazisme, c'est son ancrage territorial bavarois. C'est quand même là, en Bavière, qu'il regroupe une bonne partie de ses militants du début. À la fois, je pense, parce que la Bavière est dans une dynamique assez compliquée par rapport à l'Allemagne. Il ne faut pas oublier que l'unité allemande se fait autour de la Prusse. Et donc, les Bavarois, en fait, ont toujours envie d'en remontrer aux gens de Prusse pour dire qu'ils ne sont pas moins patriotes que les autres. Donc je pense que ce zèle patriotique qu'il y a en Bavière, c'est une explication un peu importante. La deuxième logique, c'est que la Bavière a eu une république des conseils, c'est-à-dire qu'il y a eu une petite expérience bolchevique en Bavière. Donc ça a renforcé, si vous voulez, les dynamiques chez les dirigeants de se renforcer militairement pour résister à un éventuel coup d'État communiste. Et puis, il y a une autre dynamique qui est celle issue de la Première Guerre mondiale, qui est que le monde ancien combattant est très important en Bavière et qu'il a des structures militaires bien affirmées. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que Hitler commence à travailler avec ce groupuscule qu'il était en fait chargé d'infiltrer pour les services de renseignement. C'est un peu ça l'histoire. Et c'est l'histoire de l'espion qui devient le patron de la machine qu'il devait surveiller. Et donc ça fait un climat un peu particulier. Dans ce moment-là, ce qui soutient Hitler, c'est effectivement des anciens combattants, c'est quelques patrons, parce que dès le début des années 20, il y a quelques patrons qui pensent que le nazisme peut être un rempart contre le défaitisme allemand, qui s'exprime notamment par le fait que les gouvernements allemands n'arrivent pas à empêcher la France
d'occuper la Rhénanie. Donc ça, on est en 1923-1924. Donc ça va pousser, par exemple, un patron comme Fritz Thyssen à accepter de financer le parti nazi débutant. Ensuite, il y a une phase où ça devient plus compliqué parce que Hitler sort de prison, il est interné, vous savez, après 1923, après la tentative de putsch. Il sort de prison, il sort un livre. Le livre n'est pas un énorme succès, hein, c'est entre 3 et 7 000 exemplaires vendus. Donc, ce n'est pas énorme, c'est pas mal, mais ce n'est pas énorme. Et le parti a du mal à remplir les caisses. Et il se trouve même dans une extrême difficulté, ce parti, hein, puisque les élections de 1928 fonctionnent mal. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une autre dynamique qui doit s'installer. Et au fond, la chance, c'est que l'effondrement entre 1925 et 1928 fait qu'il y a d'autres leaders qui émergent dans d'autres régions d'Allemagne, les frères Strasser, Goebbels, et qui vont essayer de fédérer Krogman à Hambourg. On l'a oublié, on l'oublie ces gens-là, parce que c'est le nazi modéré, vous voyez ce que je veux dire? On oublie qu'il y a eu des nazis modérés, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est devenu un tel truc. Mais à l'époque, Krogman, c'est une personnalité de Hambourg, il a des bonnes relations avec les armateurs, donc avec les gens d'argent, donc ça fait monter le parti là-bas. Et au fond, ça permet une diffusion du nazisme en dehors de Munich, où il était cantonné, en fait. Et il y a le coup de génie d'un type qu'on oublie totalement, qu'on néglige souvent, parce que c'est un personnage qui a laissé une trace un peu ambivalente dans l'histoire, qui est Heinrich Himmler. Himmler, H-I-M-M-L-E-R, c'est le type qui, au départ, est embauché pour s'occuper un peu de la propagande et du secrétariat de Hitler, un peu de la gestion. Donc, c'est lui qui va s'occuper de comment est-ce qu'on rend ce parti rentable, en fait. Parce que c'est là où c'est marrant, mais vous vous souvenez de cette formule de Max Weber? Max Weber dit dans Le savant et le politique que la politique est comme une entreprise. Hein, et que le scientifique, c'est un métier, mais l'entrepreneuriat et la politique, ce sont deux métiers. Et dans le métier de politique, il y a quelque chose d'économique. Et il écrit ça, hein, on est dans les années immédiats au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et Hitler, en fait, c'est la perle du parti nazi. C'est ce dont se rend compte Himmler. Himmler se rend compte que les meetings de Hitler rapportent beaucoup d'argent au parti. Donc, il va rationaliser à partir de 1928 tout le fonctionnement des meetings de Hitler et des meetings du parti. Parce qu'aujourd'hui, en exagérant un peu, les partis politiques payent les gens pour venir aux meetings. Je ne sais pas si vous le savez, mais la plupart du temps, quand il y a des grands meetings en France, il y a des autocars qui sont affrétés par les partis et qui vont conduire les militants. Mais les militants ne payent pas leurs billets, ils ne payent pas leurs déplacements. C'est le parti qui paye les autobus. Donc, quand on est gamin et qu'on veut voyager gratuit pour aller à Paris, on n'a qu'à prendre le bus d'un parti. Donc, je rigole à peine. Hein. Je rigole à peine. On se tape 2 heures de meeting et ensuite on a le week-end à Paris. Et on a le retour ensuite, gratuit. Aller-retour gratuit. Donc, le truc, c'est qu'à l'époque, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est quand on veut écouter un leader politique, on paye son entrée au meeting. Et Hitler, c'est la star du parti. C'est celui qui, en une soirée, peut rapporter 5000 marks. Donc, il faut que Hitler fasse un maximum de meetings. Et c'est comme ça que le type commence à devenir un vrai tourneur. Comme une star de la musique, j'exagère à peine, mais c'est un peu ça. Et Hitler, les gens vont le voir parce que ce n'est pas ce qu'on croit, nous. Nous, on a toujours la vision des discours de Hitler arrivé au pouvoir. Les discours avec un ton très arrogant, très machin, etc., donneur de leçons, etc. Mais ça, c'est qu'une partie du meeting. Quand on est dans 1928-1930, Hitler, c'est le mec qui fait des imitations. Enfin, faut penser que Hitler, c'est un peu le Michel Leb de son époque.
Il fait des imitations des hommes politiques, il se moque des gens, il fait des blagues. Et donc, petit à petit, l'auditoire commence à se marrer. Donc, les gens vont voir Hitler parce que c'est la fête. C'est joyeux. C'est super bien organisé. Parce que Himmler a tout prévu. Auparavant, il y avait les SA. Les SA, il s'est rendu compte qu'en fait, ils n'étaient pas toujours fiables. Ils créaient des problèmes parce qu'ils sont trop bagarreurs. Donc, il dit, il faut que je sélectionne un groupe plus petit pour faire le service d'ordre autour de Hitler. Pas plus de 200 mecs. C'est ça au départ. Et ça va être le service de sécurité. Les SS. Et c'est comme ça que Himmler crée la SS, comme une petite garde autour de Hitler pour organiser les meetings, pour tenir les trucs. Et Himmler, pour vous dire, le mec, comme il prévoit tout, hein, il assure, il prend des assurances sur les meetings. Il prend des assurances sur ses hommes. En cas de blessure, ils auront une indemnité. Donc, c'est ce type-là qui commence par s'occuper de la propagande avant Goebbels. Et c'est lui qui rationalise tout et qui fait que le parti, tout d'un coup, devient une cash machine. Et une cash machine, c'est très important parce que ça veut dire qu'on peut salarier des employés. On peut salarier des permanents. Donc, on peut commencer à embaucher un peu plus de SS et à embaucher un peu plus de SA. Et ça, c'est une mécanique qui est fondamentale parce que ça veut dire qu'on a des professionnels de la politique plus compétents et plus engagés, parfois, que les membres du Parti communiste, qui est le grand concurrent de l'époque. Donc, voilà comment ça se fabrique aussi. C'est fabriquer Hitler en bon produit politique. Donc, centrer la communication autour de lui, éliminer les concurrents, ceux qui voudraient parler à sa place, montrer qu'ils sont moins productifs, qui génèrent moins de bénéfices et de profits pour le parti. Et propulser comme ça sa star, qui est au fond le type avec lequel il passe le plus d'heures de sa vie. Et ça restera vrai même pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se voit tous les jours. Il parle tous les jours, parfois plusieurs heures. Si bien qu'à la fin, on ne sait même plus qui a eu l'idée de quoi. Est-ce que Hitler a eu l'idée ou est-ce que c'est Himmler qui lui a soufflé? On ne sait pas. À l'arrivée, on ne sait pas. Donc, on a cette espèce de couple qui va opérer une transformation du mouvement, va le rendre encore plus populaire, va faire de son leader quelqu'un qui est un peu incontournable. Et c'est ça qui permet en fait la remontée électorale avec le facteur supplémentaire qui a que, comme à partir du 1930, le choc financier du jeudi noir arrive en Europe et que l'Allemagne est frappée par une crise d'abord financière, puis ensuite par une crise de surproduction, on se retrouve avec des masses de chômeurs. Et donc, j'exagère à peine en vous disant ça. Mais des masses de chômeurs, ça veut dire des masses de gens qui ont du temps pour éventuellement aller écouter des meetings. En exagérant à peine, ils ont le temps d'aller au spectacle. Et c'est comme ça que ce spectacle politique-là prend une place singulière. Et par ailleurs, comme ils ont la capacité de salarier, eh bien, en fait, ils vont avoir des permanents qui vont pouvoir faire le coup de poing et aller provoquer les communistes dans leur quartier, créer de l'instabilité, créer de l'agitation, et à ce moment-là, battre le pavé et conquérir la rue. C'est ça la stratégie. Et à partir de ce moment-là, la rue devient le lieu typique de la propagande. Donc le lieu où on doit voir la symbolique nazie, où on doit voir le visage du chef nazi. Voilà. Et ça, c'est la stratégie vis-à-vis des masses. Et dans le même temps, ce que Hitler a compris dès le début des années 20, c'est que, en fait, beaucoup de choses se jouent dans les élites dirigeantes. Et il a eu des éducateurs pour ça. Il y a 2 femmes qui s'occupent de lui et qui vont lui apprendre la mondanité, qui vont lui offrir des costumes. On parle souvent de Hitler qui n'avait qu'un seul costume, un costume bleu marine, que lui avait offert Madame Bruckmann. Madame Bechstein aussi l'invite. Madame Bechstein, c'est la femme du patron d'une usine de fabrication de pianos. Et Bruckmann, c'est un imprimeur. Donc, c'est 2 très hautes femmes de la haute société munichoise. Et c'est elles qui, au début, vont socialiser Hitler dans la haute société. Et avec un autre personnage qui joue un rôle qui est son premier chargé de relations de presse,
qui est un germano-américain qui s'appelle Hans Enfstengel, et qui va être le premier à faire des voyages mondains à Berlin en avion. Donc, j'aime bien le côté jet set. On prend l'avion, on est en 1922-1923, on prend l'avion, on atterrit à Berlin, on va passer une bonne soirée, et puis le lendemain, on revient à Munich, après avoir rencontré un écrivain, un homme politique, une famille noble, etc. Et donc, petit à petit, une partie de l'état-major nazi commence à devenir fréquentable dans les salons. Et ça, c'est vrai dès 1922-23, et ça s'accélère à partir de 1928. Il y a un concept allemand pour ça. J'adore ce concept. Parce qu'en allemand, vous savez, on peut coller les mots les uns aux autres pour en faire un seul concept. Et le concept, c'est Salonsfähigkeit, c'est-à-dire l'aptitude à être invité dans les salons. Salonsfähigkeit. Ist salonsfähig. Il est invitable, en quelque sorte. Il est invitable dans un salon. Et donc, on a cette situation qui est très curieuse et que remarquent plusieurs chroniqueurs de l'époque. C'est que d'habitude, l'invitation dans les salons, dans la noblesse, après la Première Guerre mondiale, compte tenu du fait que l'armée allemande a été très limitée en nombre, 100 000 membres, au terme du traité de Versailles, compte tenu de ce fait-là, le monde est essentiellement habillé en civil. Et la rupture qu'introduisent les nazis, c'est que eux, je vais faire une comparaison, peut-être certains ne vont pas aimer, mais quand même. Eux, ils pensent qu'il faut qu'on voit leur uniforme et que plus on verra leur uniforme, plus les gens s'habitueront aux uniformes, plus les chances d'accès au pouvoir seront élevées. OK ? Donc, ils commencent à venir en uniforme de SA, puis en uniforme de SS, en uniforme de membre de parti, ils viennent aux soirées. Et je fais la comparaison parce qu'en fait, en Égypte, à partir du début des années 2010, les islamistes payaient exprès des femmes pour être en burqa, assises à la terrasse des cafés sur l'île de Zamalek, pour que la bourgeoisie kérote s'habitue à voir des islamistes dans ses environs. Et c'est la même logique. C'est l'idée qu'en fait, ils vont s'y habituer et on pourra gagner cet espace-là aussi. Et c'est comme ça que résonnent les nazis. C'est vraiment en fonction, j'allais dire, de la géographie. On va conquérir visuellement l'espace. Et si vous suivez cette logique, vous comprenez pourquoi, quand ils arrivent à l'Assemblée en masse en 1930 et 1932, ils y viennent en uniforme. Parce qu'il faut imposer aussi à l'Assemblée l'uniforme nazi, ce qui est contraire à tous les usages. Parce que le règlement de l'Assemblée prévoyait qu'on devait venir en costume de ville, c'était écrit dans les séances de l'Assemblée. Et eux rompent avec cet usage. Ils rompent avec cet usage. Merci Donc, pour vous voyez, c'est vraiment une logique d'imposition des symboles. Parce qu'en fait, eux, ils ne sont pas matérialistes. Eux, ils sont spiritualistes. Ils pensent que les symboles ont une force telle qu'ils transforment la mentalité. Donc, voilà en quoi la vie mondaine va intervenir. Voilà en quoi aussi, petit à petit, une symbolique pénètre en profondeur la société allemande et finit par modifier le cadre des possibles et les conduites. Après, il y a tout ce qu'on appellerait les micro-stratégies politiques. C'est-à-dire qu'il faut convaincre le président Hindenburg
de bien vouloir nommer Hitler, de bien vouloir accepter cette solution, plutôt que ce qu'il avait fait jusqu'à présent, de nommer des gouvernements minoritaires. Donc voilà, des gouvernements qui dépendaient uniquement du président. Donc il avait cette possibilité-là. Il en a profité. Donc il faut réussir à le convaincre qu'il va avoir une majorité parlementaire. Donc il faut rencontrer le leader du parti chrétien-démocrate, le parti du Centrum. Il faut réussir à le malaxer, à le convaincre, à le séduire. Il faut convaincre les cercles patronaux aussi. Enfin voilà, tout ça, c'est des petits travaux. Et à chaque fois, il y a des gens qui sont dédiés. Il y a le cercle Kepler pour les entreprises. Il y a Joachim von Ribbentrop, qui est d'origine noble, qui va s'adresser plus particulièrement aux banquiers de Cologne, qui eux-mêmes vont faire pression sur le Centrum, etc., etc. Donc il y a toute une dynamique avec des gens comme Karl Schröder, qui est un banquier, qui ajuste, en fait, qui permettent d'ajuster le tir et de toucher, en fait, une à une les institutions pour faire basculer le pays. Mais même après ça, quand vous regardez, en 1933, quand il y a les élections, le nazisme n'obtient pas la majorité absolue. Il a plus de 40% des voix, mais il n'a pas la majorité absolue. Donc en fait, c'est un régime qui, malgré tout, peine à s'imposer, quoi. C'est pas si évident que ça. Et ça montre qu'en fait, il y a une partie de la population qui a quand même flairé la catastrophe qui allait venir. Parce que c'est quand même ça la réalité finale du nazisme, hein, parce que on peut parler de toutes les logiques, la finesse d'analyse, les stratégies habiles, etc. À la fin, ça se termine par quoi? Par un carnage généralisé et la destruction d'un pays qui est ramené à l'état de terre et de pierre, à l'âge de pierre même, on pourrait dire. Donc oui, quand on parle d'une catastrophe nazie, oui, on parle d'une catastrophe nazie. Très bien, merci beaucoup. Alors du coup, pour faire le lien justement avec l'image qui est derrière moi, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle vision les nazis avaient-ils de l'art? Oui, alors ça c'est très important parce que ça va avec ce que je vous disais tout à l'heure. Ils croient dans les symboles. Mais ce n'est pas une croyance rationnelle. C'est véritablement une foi. Hitler est persuadé que l'art remplit une fonction sacrale qui permet de recharger la puissance symbolique d'une personne. Ça veut dire quoi? Parce que là, j'aime bien les mots compliqués. Ça veut dire que le type, il peut rester assis 2 heures à regarder un portrait de Bismarck. Et il est persuadé qu'en restant assis 2 heures en regardant un portrait de Bismarck, il se passe quelque chose entre lui et l'œuvre qui fait qu'en sortant, il va avoir une puissance incroyable qui lui est donnée par le tableau. C'est comme si nous, on pensait qu'en allant au Louvre regarder la Joconde, en sortant, on allait être empli de génie créateur. Alors, moi, je ne pense pas que ça joue comme ça, là. Mais lui en est convaincu. Ils sont persuadés, en fait, qu'il y a une mystique artistique. Et c'est pour ça que la bataille des arts, ce n'est pas un truc pour rire. C'est pour ça que virer les Juifs de la peinture, les sortir de la musique, supprimer le trio viennois, Bern, Schoenberg, surtout pas, c'est de l'horrible musique enjuivée, il ne faut surtout pas écouter de dodécaphonie, il faut écouter que de la musique classique, il faut écouter Beethoven, il faut écouter Wagner, oui ça c'est bien, on peut écouter, c'est la musique qui va nous emplir, qui va nous permettre de gagner tout, d'emporter tout. En peinture c'est pareil, il faut virer tous ceux qui emportent une espèce de modernité enjuivée. On déteste le cubisme, on déteste tout ce qui peut se rapprocher de l'art nègre, pour une raison simple, c'est que les juifs sont des nègres hein, pour les nazis. Et ils le disent. Donc, en fait, l'art nègre et l'influence de l'art nègre, c'est une influence d'art juif. Donc, si Pardon, vous avez... excusez-moi. Oui, Désolé. Du coup, c'est ça qu'on appelait Entartete Kunst? exactement. C'est la fameuse exposition j'aurais presque pu vous montrer
parce qu'il se trouve que j'ai... Alors, attendez, je ne sais pas si ça va marcher. Voilà, tiens. Alors, comment je fais ça? Parce que j'avais fait... Attendez, je dois pouvoir le faire. Je dois pouvoir vous partager l'image. Ah, il y a l'animateur à désactiver le partage de l'écran par les participants. Alors, je vais essayer quand même. Vous me réactivez? Voilà. Et hop, voilà. OK? Bon, donc ça, c'est l'affiche Entartete Kunst. Et si vous regardez, en fait, elle est totalement influencée par cette affiche, qui était une affiche faite par un artiste soviétique, El Lissitzky, hein, qui est une affiche qui date de 1919 et qui montrait en fait comment, avec le coin rouge, donc avec l'armée rouge, on allait casser l'armée blanche. Donc, ce que fait le nazisme, c'est véritablement, et vous le voyez là, hein, les statues classiques africaines, c'est considéré comme la même chose que ce que font les Juifs en matière de peinture, vous voyez. Donc, il y a une vraie logique militante dans l'art qui est liée à l'espèce de fantasme qu'ils ont que l'art a une capacité incroyable pour changer les idées et reproduire le monde. Donc, tout ce qui se joue... En fait, ils pensent que ce qui se joue dans un musée ou dans une salle de concert est plus important que ce qui se passe dans une église. Et je pense qu'il y a une explication qui d'ailleurs revient à la manière dont on parle souvent de musique classique. Souvent, on vous dit que l'homme est capable d'avoir une infinité d'émotions et que les mots sont très pauvres pour rendre ces émotions. Qu'en revanche, les expressions artistiques sont d'une infinie complexité et donc une note peut créer une nuance d'émotion que la langue ne pourrait pas créer. Eh bien, ils pensent la même chose pour la peinture, ils pensent la même chose pour la sculpture. C'est-à-dire que ça a une capacité à aller au plus profond de l'être, au-delà même de ce que les mots pourraient exprimer. Et une fois que vous avez compris ça, vous comprenez pourquoi il y a tellement de censure en musique, pourquoi on décide de ne plus passer de jazz hot à la radio allemande, parce que quand il y a trop de solos, ça se rapproche trop de l'art nègre. Pourquoi est-ce qu'on revient aux vieilles valses bavaroises? Pourquoi est-ce qu'on veut défendre les émissions de musique classique? Eh bien parce que tout ça, c'est le poids symbolique de l'art nazi. Alors, Clément est perdu. Non, non, c'est Vincent qui pose la question suivante. Ah, Donc, je c'est vais te Vincent. poser la question. D'accord. Vincent était paumé. Ah oui, là, je suivais plus. On a Là, largué Vincent. Bon, alors, je vais poser. Non, mais très bien. Je vais rebondir du coup. Désolé, Vincent, je t'ai poussé sous le bus. Je vais rebondir du coup parce qu'effectivement, bon, tu couperas, hein, évidemment. Quand on parle effectivement de l'art sous le régime nazi, moi, il se trouve que je suis un très très grand fan du Bauhaus et de l'architecture effectivement des années 20, 1900, des années 30. Et moi, ce que j'ai jamais compris, c'est pourquoi est-ce que finalement les nazis ont systématiquement persécuté justement cette école d'architecture et cette école de design qu'ils ont d'abord chassé de Dessau, qui a dû se réfugier à Berlin et qui n'a tenu finalement qu'un an à Berlin. Et j'ai jamais vraiment compris ce qui s'était passé finalement et pourquoi est-ce que cet art-là et cette philosophie de production artistique avait été autant persécutée par le régime nazi. Ben parce qu'ils sont d'abord proches de la gauche et ensuite parce qu'ils ont des juifs et des slaves. Et ceux qui ne sont pas ni juifs ni slaves et qui sont en rien vont rester en Allemagne pratiquement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est une persécution, c'est plutôt la fermeture d'une école après sa reprise en main. Ce n'est pas une vraie persécution, ils n'ont pas été poursuivis, ils n'ont pas été internés en camp. Donc, en tout cas pour les Ariens. Mais effectivement, c'est une école qui est considérée comme construite à partir de préceptes communistes. Hein, donc c'était quand même la gauche weimarienne. Donc c'est des gens effectivement qui ne aiment pas.
Alors que c'est vrai qu'on aurait pu imaginer qu'une architecture assez simple, assez efficace, comme celle qu'il proposait, pouvait être cohérente avec le projet nazi. Après, il ne faut pas sous-estimer que pour les nazis, l'architecture, c'est de l'art. Donc, le choix des architectes est absolument crucial. Et vous savez que Hitler va avoir plusieurs architectes et que celui qui finalement va être son architecte chéri, c'est un monsieur qui s'appelle Albert Speer, qui est un jeune architecte, et c'est à lui et avec lui qu'il va concevoir le plan de la Berlin du Troisième Reich, dans lequel il devait y avoir un parlement, puisque vous vous souvenez que le Reichstag avait été incendié en 1933, qu'il y avait eu le feu, que ça avait donné d'ailleurs le lieu à un procès de propagande assez fort. Et donc, Albert Speer imagine de reconstruire un Reichstag qui fait 900 mètres de haut. Vous imaginez le truc? Il voulait faire des monuments qui écrasent Paris sous la monumentalité. Donc, il fallait que la Tour Eiffel et que le Sacré-Cœur, ça a l'air d'être des micro-trucs, quoi, des trucs tout petits. Donc, c'est pour ça qu'il avait pensé qu'ils avaient pensé la grande chancellerie, qu'ils avaient pensé le grand Reichstag, des trucs de fou, quoi. Mais alors, du coup, vous parlez du Reichstag, justement, ça me permet de rebondir. Pourquoi vouloir reconstruire un parlement alors que le nazisme s'est construit sur l'antiparlementarisme? Parce que malgré tout, c'est un paradoxe assez étonnant. Les régimes totalitaires, et surtout le fascisme et le nazisme, voulaient garder en fait l'idée d'une forme de légitimité populaire. Et donc, si vous regardez à chacune des grandes étapes de ces régimes, vous avez des séances du Parlement. Au moment de la déclaration de guerre en 1939, il y a une réunion du Parlement, sauf qu'elle ne se tient pas au Parlement, elle se tient, je crois, à l'Opéra ou au théâtre. Et donc, tous les parlementaires sont là. Donc, c'est un aspect assez curieux qui est que ces régimes veulent mettre en scène le consensus. Et donc, ils ont besoin d'avoir une forme de chambre qui manifeste aux yeux des masses le consensus de la représentation nationale. Et puis, il y a quand même un point qu'on oublie, c'est que les nazis aiment les honneurs. Et être député, c'est un honneur. Donc, en fait, ils vont enlever un certain nombre de parlementaires qu'ils vont chasser, qui vont contraindre à la démission, mais ils vont distribuer des titres de parlementaires. Et c'est comme ça qu'un des conseillers de Hitler, Wiedemann, se retrouve député, mais comme si moi, on me donnait une médaille, vous voyez ce que je veux dire, ou une décoration. Ça y est, tu es député. Voilà. Et en fait, le Parlement ne se réunit pas, sauf quand Hitler le décide. Il n'y a pas de, il y a même pas. En Italie, il y a le Parlement a des séances, notamment de commissions. Le Parlement a des commissions, etc. Donc c'est Didier Musidlac, qui est un spécialiste du fascisme italien, qui dit qu'il y a un pluralisme interne au régime. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir plusieurs visions de la technique. C'est-à-dire que les sénateurs, ils ne s'engueulent plus pour savoir s'ils sont de gauche ou de droite. Ils se disputent pour savoir si on peut mettre un peu plus d'espace dans la largeur de la route ou un peu moins, si on peut modifier la forme des locomotives. Oui, c'est des trucs techniques, quoi. Mais ils arrivent à faire du pluralisme sur les trucs techniques, quoi, à se disputer là-dessus. Voilà. Donc, ce qui est, quand on réfléchit au contexte, c'est un peu fou, mais c'est un peu ça. Et c'est la limite de ce qui est politique. Mais d'une certaine manière, on connaît des moments un peu pareils quand il y a une chambre qui est pratiquement toute seule de la même couleur. Ben, c'est difficile. Vous savez, la chambre bleu horizon, par exemple, au lendemain de la Première Guerre mondiale, ben, c'est difficile de faire du contraste, de faire de la contestation, parce que voilà. Donc c'est un peu comme ça que fonctionnent ces régimes. Ils ont besoin d'avoir des honneurs et de promouvoir les attitudes les plus
déférente vis-à-vis du pouvoir exécutif. Donc, il faut un législatif pour ça, pour les applaudir. D'accord. Alors, une dernière petite question sur l'art et la culture. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu du cinéma sous le Troisième Reich? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, comment Hitler et les nazis se sont servis du cinéma justement, pour véhiculer leurs idées, pour endoctriner les masses? Alors, le cinéma, c'est intéressant parce que c'est un média qui est libre au départ. Il y a plusieurs sociétés de production, mais c'est un média qui est en crise en 1932-1933. C'est-à-dire qu'à la faveur de la montée du chômage, la fréquentation des salles a énormément baissé. Et donc, il y a plusieurs studios qui sont en déficit, qui n'ont plus d'argent. Donc, avant déjà l'arrivée au pouvoir des nazis, on se tourne vers l'État pour demander une intervention. Et au fond, ce que décide de faire Goebbels, donc le ministre de la propagande et de l'éducation populaire, l'un des principaux collaborateurs d'Hitler, ce qu'il décide de faire, c'est de créer une énorme société de production qui s'appellera Universal Film Aktiengesellschaft, la UFA. Et cette société de production, elle doit racheter leur part aux investisseurs privés. Et donc, ça permet de compenser l'argent des producteurs de cinéma qui étaient au bord de la ruine. Donc, ils s'en sortent bien, vous voyez ce que je veux dire, ils sont contents. Certains vont reprendre de l'argent dans la UFA. Et ça permet de rationaliser le fonctionnement du cinéma. Alors, c'est d'autant plus important que, à la même époque, le cinéma va faire l'objet d'une censure, puisque maintenant, tout va être fait par la tutelle du ministère de la Propagande. Donc, ils vont décider d'accepter ou pas les scénarios, et tout remonte jusqu'au ministre, jusque et y compris, tenez-vous bien, au salaire des acteurs. Donc, il faut imaginer que c'est Goebbels qui fixe les émoluments et les revenus de la plus grande star de l'époque, qui est d'origine suédoise, et qui s'appelle Zara Leander. C'est lui qui va fixer les salaires de la toute jeune star, elle aussi suédoise, qui vient tourner en Allemagne et qui s'appelle Ingrid Bergman, et qui tourne dans des comédies légères avant de partir pour les États-Unis. Donc ça, c'est le monde du cinéma. C'est un monde très contrôlé, et en même temps, c'est un monde qui, paradoxalement, ne va pas produire tant de films de propagande que ça. Parce que, malgré tout, Goebbels, il sait qu'il doit faire vivre un système économique et que donc, il faut qu'il limite les pertes. Donc, ceux qui gagnent de l'argent, ce sont les comédies, les films drôles, si bien qu'on va produire beaucoup de films drôles, beaucoup de films policiers, un peu des comédies amoureuses, et très, très minoritairement, des films de propagande. Nous, on a tendance à rester sur les films de propagande du style Hayot Kveks, vous savez, sur un jeune enfant des Hitlerjugend qui est amené à dire la mauvaise conduite de son père et voilà, et le père va s'amender, etc. Bref, des films vraiment où on expose la doctrine nazie, etc. Pareil pour les documentaires, tout ça, c'est très très peu de films. C'est très très peu de films. Il y a quelques films aussi sur comment il s'appelle, vous savez, c'est un film sur une révolte au XVIIIe siècle en Allemagne contre un ministre juif. Donc ils font ça, c'est un pur film de propagande. Mais voilà, mais bon, il y en a quelques-uns. Il doit y en avoir 4-5 par an. Et la plupart des autres films, ce sont des films, ouais, des comédies, des trucs qu'on aurait pu avoir en France, quoi. Le juif. Ouais, le Jésus, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Mais à part ça, il y a très peu de films. Ce qu'il y a comme films de propagande qui marchent très très fort et qui vont corriger et transformer l'image du nazisme à l'échelle internationale, c'est les films sur les congrès du parti que fait Leni Riefenstahl. Le premier, Sieg des Glaubens,
Ça, c'est... et le deuxième, Triomphe des Villains. Victoire de la croyance et Triomphe de la volonté. C'est les deux films sur les congrès de 1933 et de 1934 que réalise Leni Riefenstahl, qui font l'objet d'une énorme promotion en Allemagne. Voilà. Et évidemment, le film sur les Jeux de 1936, qui sort 2 ans plus tard, Olympia, en 2 parties, qui est un succès mondial. C'est un succès à Paris, hein. C'est un record de vente en France, parce que les gens viennent voir les Jeux comme ils les ont jamais vus. Et il faut bien le dire, Leni Riefenstahl, qui est une compagnon de route de Hitler, qui s'est toujours défendue en disant c'était juste un ami, j'étais jamais le truc. Non, c'est une compagnon de route du parti nazi, compagnon de route de Hitler, très très heureuse d'être invitée par Hitler, d'être un peu draguée par Hitler, voilà. Même s'il y a un doute sur la nature de cette drague et la nature de l'orientation sexuelle de Hitler. Mais cette réalisatrice, qui est aussi une actrice, hein, qui a joué dans plusieurs films, elle a révolutionné la manière de filmer le sport. Parce qu'elle est la première à se dire quels angles, qu'est-ce que je veux montrer, comment je peux filmer l'effort, comment je peux faire. Si vous voulez vous amuser, parce que les 2 films sont disponibles sur YouTube, moi, ce que j'aime bien montrer à mes étudiants, c'est la compétition du saut en hauteur. Enfin, du saut en hauteur, ou même le mieux, c'est encore le saut à la perche, où c'est véritablement filmé comme c'est mis en intrigue, quoi. C'est là où on voit qu'il y a eu beaucoup de montage, en fait. Il y a eu 2 ans de montage. C'était la première fois qu'on mettait autant de caméras à la disposition d'une réalisatrice pour filmer du sport. Il y avait jusqu'à 12 caméras selon les épreuves. Donc, c'est vraiment filmé comme rarement on a pu filmer des épreuves sportives. Et il est vraisemblable que les Jeux Olympiques de Paris de 2024 ne seront pas du tout filmés avec le même niveau de matériel disponible et d'équipement. Donc, oui, c'était un objet important. Et c'est un objet important aussi en France. Mais vous voyez que quand la France est sous l'occupation allemande, elle se retrouve quand même avec une assez grande liberté de ton pour tout ce qui est comédie. Et on a coutume de dire qu'en gros, la Continental Film a dû produire 200 films pendant l'occupation. La Continental Film, c'était la filiale de cinéma du ministère de la propagande allemand en France. Et sur les 200 films, il a dû y avoir 20 films de propagande, c'est tout. Donc, on est sur des tons comme ça. Et l'Allemagne importe énormément de films américains. Charlie Chaplin, quand il fait sa visite en Allemagne en 1933, c'est une star. En 1932, c'est une star. Donc, voilà. Et ça se fâche en 1939 quand il fait le dictateur. Mais par exemple, il y a un film que j'avais souligné dans La vie mondaine sous nazisme. C'est un film qui est fait par le ministère de la propagande en hommage à Goebbels pour son anniversaire, où il filme sa famille et on voit clairement qu'un des gosses porte un masque de Mickey. On est en 1942. Donc ça veut dire que encore à cette époque-là, la mythologie du dessin animé de Walt Disney, elle est présente en Allemagne. C'est-à-dire que les gosses Goebbels, ils voient des films de Mickey. Eh oui, avec la projection personnelle de papa. Parce que papa a un écran de projection dans sa maison, comme Hitler en a un à la chancellerie et en a un au Berghof, dans sa villa alpine bavaroise. Donc, c'est un monde, le cinéma, qui est très intéressant parce que vous imaginez que ce soit le ministre de la Culture qui fixe les salaires des acteurs. Ce n'est pas tout à fait le cas en France. Mais imaginez ce que ça signifie, par exemple, quand le ministre de la Culture a envie d'organiser un dîner. Est-ce qu'une actrice va lui dire non? Donc, vous imaginez les espèces de conflits d'intérêts complètement dingues. Et évidemment, Goebbels va finir par craquer et par avoir une aventure adultérine avec une actrice d'origine tchèque. Et c'est parce qu'elle est d'origine tchèque que Hitler va lui dire « tu ne peux pas continuer ». C'est intéressant, non? Se dire, ça nous montre une chose qu'on a tendance à oublier, hein, c'est que pour les nazis, les juifs, c'est l'ennemi irréconciliable de race, mais les slaves, c'est pas très éloigné, hein. C'est d'ailleurs pour ça que le premier massacre de masse qu'ils vont effectuer après la Pologne,
après les premiers massacres de Pologne par des Einsatzgruppen, c'est quand même le million de prisonniers qui, en 1941, est fait. Vous vous souvenez, ils font l'attaque en juin 1941, ils écrasent les Russes, et ils se retrouvent avec plusieurs millions de prisonniers. Et ils vont mettre à peu près 900 000 mecs dans un camp près de Berlin, et ils vont les laisser mourir de faim. Ils vont les laisser mourir de faim. Donc, en fait, les types sont là, et à la fin de l'hiver, le camp est vide. Donc, c'est un truc de fou. C'est pareil, on parle de Auschwitz. Auschwitz, les premiers prisonniers d'Auschwitz, ce sont des prisonniers russes. Et j'allais dire, mais ça a été écrit, les prisonniers juifs, quand ils arrivent au camp, ont pitié des prisonniers russes. Tellement ils sont au bord de la mort et tellement peu vont survivre. Tellement peu vont survivre. Donc c'est vraiment une chose, vous me direz, les prisonniers juifs, je crois que la statistique, c'est à peu près 1 100 000 et c'est 7 000 survivants. Vous avez la statistique comme ça donne une idée assez claire du niveau de massacre et du niveau d'élimination. 7 000 survivants qui restent au camp. Et je pense que sur ceux qui ont quitté le camp, les 50 000 qui font la marche forcée, la marche de la mort, avec le typhus, on en a peut-être 20 000 qui ont dû s'en sortir. Donc, vous voyez les chiffres, c'est absolument catastrophique. Donc voilà, c'est les Slaves, les Polonais aiment bien dire qu'il y a eu 6 millions de Polonais qui sont morts, dont 3 millions de Polonais juifs. Mais il y a encore 3 millions de Slaves qui sont morts. Donc, c'est intéressant de voir ça parce que c'est vraiment une politique délibérée. Le village d'Auschwitz, Oswiecim, avant la guerre, c'est un village polonais dans lequel il y a moins d'une centaine de personnes d'origine allemande. À la fin de la guerre, il y a 2000 Allemands, il n'y a plus de Polonais. Toutes les terres ont été transférées à 50 agriculteurs allemands. Donc, le cinéma était un cinéma polonais, c'est devenu un cinéma allemand. Le bordel était un bordel polonais. Après, il y a 2 bordels, tous les 2 allemands, dont un réservé uniquement aux SS et l'autre pouvant servir à la population civile travaillant pour le camp. Donc, vous voyez, c'est vraiment une politique de colonisation. Nous, on parle de la colonisation en Afrique, de la colonisation en Asie. Les Allemands, eux, font de la colonisation en Europe et c'est une colonisation génocidaire, comme celle qu'ils avaient faite en Namibie. En Namibie, c'est aussi une colonisation génocidaire. Parce que l'objectif, c'est de faire table rase et d'éviter que les affaires allemandes risquent de péricliter à cause d'une mobilisation des colonisés. Par parenthèse, les Anglais avaient fait la même chose au XIXe siècle en Nouvelle-Zélande. Le massacre des Fuégiens. Vous avez tous lu comme moi G. Wells, la guerre des mondes. Et le début de la guerre des mondes, rappelez-vous, hein, c'est Wells qui raconte comment un jour les Anglais ont décidé de massacrer tous les Fuégiens parce que ça gênait les moutons. Et il raconte le génocide des Fuégiens. Monsieur d'Almeida, comme dans toute dictature, et encore plus dans les régimes totalitaires, et on vient d'en parler, hein, les médias étaient mis au pas sous le Troisième Reich, en Allemagne et dans les territoires occupés. Est-ce que vous pourriez nous parler de la place et du rôle des médias sous le Troisième Reich? Je pense notamment à la radio et aux journaux. La place des médias, oui. C'est énorme. Je voulais faire une réponse C'est une brève. question un petit peu piégeuse. Je suis désolé. Non, mais c'est énorme parce qu'en fait, c'est un régime totalitaire et c'est un régime propagandiste. Donc, l'ensemble des médias est soumis à un contrôle extrêmement strict. Et ça commence par la profession de journaliste même, qui, dès avril 1933, est une profession arianisée. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de la pratiquer si on est juif ou slave.
Donc, ça veut dire que de là, tous les médias, que ce soit le cinéma, que ce soit la radio, que ce soit le journal ou l'édition, tous les médias sont tenus. Et il y a au-dessus de ce monde-là une chambre de la culture du Troisième Reich qui est là pour veiller à ce que les créateurs soient tous mis dans ce qu'on appelle la marche en commun, quoi, la Gleichschaltung, pour éviter qu'il y en ait un qui s'écarte des principes de la Nouvelle-Allemagne. Donc oui, les médias sont totalement tenus par le régime et il est interdit à des juifs ou à des slaves d'être propriétaires de journaux. Donc les grands groupes de presse qui étaient tenus par des juifs, comme Mosse, sont revendus et recédés à des Aryens qui vont les exploiter à leur place. Et ça, c'est en gros, dès le début du Troisième Reich, la musique est en place. Donc oui, c'est le moment en fait où les médias deviennent de simples organes de propagande. Voilà, comme au fond avec l'idée permanente, parce qu'au fond, hein, dans la pensée nazie, peut-être le truc à garder présent à l'esprit, c'est que en fait, les pays ne sont jamais en paix. Les pays sont toujours en guerre. Donc même dans la paix, il faut avoir les instances de la guerre. Donc il ne peut pas y avoir d'hésitation, il ne peut pas y avoir de choix. Il ne peut y avoir qu'une direction, qu'un commandement, qu'un ordre. C'est le seul moyen de gagner la guerre. Parce que les sociétés sont menacées par la subversion. Donc il y a une guerre intérieure à mener contre le communisme. Et donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas faiblir. Et je ne veux pas faire trop d'analogies avec la période actuelle, mais vous voyez bien comment il y a certains partis qui essayent d'imposer la même idée. Nous sommes en guerre, la guerre a déjà commencé, nous sommes menacés, nous allons être détruits, on ne peut pas se permettre d'avoir du pluralisme, il faut censurer, il faut couper, il ne peut pas y avoir autant de gens qui parlent comme ça, il ne peut pas y avoir de liberté de culte, il faut expulser les gens qui n'ont pas la bonne religion, il faut expulser les gens qui n'ont pas la bonne couleur de peau, il faut expulser les gens parce qu'ils prennent notre travail, ils prennent notre argent, ils viennent voler notre sécurité sociale, etc. etc., etc. Et donc, vous voyez bien comment ces discours prennent encore aujourd'hui. On les entend. Vous les entendez, vous, à Mayotte, dans un certain contexte qui est compliqué. On les entend, nous, à Paris, avec un autre contexte qui est un peu moins compliqué. Donc, ça veut dire qu'il faut arriver à garder quand même la mesure de l'humanité dans des contextes qui sont difficiles et avec des gens qui ont des solutions radicales. Et avec des personnes qui parfois effectuent des actes scandaleux, révoltants, qui nécessitent une réponse de la justice active, mais proportionnée. Voilà, c'est normal qu'il y ait la justice, c'est normal qu'il y ait des arrestations quand il y a de la délinquance, quand il y a de la violence qui a été commise. Faire de la déportation de peuple, c'est autre chose. Or, on voit bien qu'il y a une petite tentation, en fait, de certains à une activité radicale, définition de zone de cantonnement, de contention. Donc voilà, c'est compliqué. Très bien. Merci beaucoup pour votre réponse. Eh bien, oui, merci Fabrice d'Almeida. On va conclure donc notre podcast. Merci de toutes vos réponses et de tout le temps Merci que à vous nous vous. avez accordé. Merci de votre attention. Merci à ceux qui ont écouté et qui n'ont malheureusement pas pu poser de questions. J'espère que je ne les ai pas frustrés de parole. Pas de souci. Voilà, on aura peut-être d'autres occasions de se parler. J'espère avoir la possibilité de venir à Mayotte, peut-être pour faire un reportage ou un documentaire. Et à ce moment-là, je ne manquerai pas de me mettre en contact avec vous, parce que ça fait très plaisir d'avoir des collègues qui sont actifs et qui maintiennent haut le flambeau de l'histoire. Je crois que c'est très important. Donc si je peux vous aider et si j'ai pu aujourd'hui
vous aider aussi à mobiliser quelques collègues, je le fais avec joie. Eh ben, oui, merci beaucoup. Ben, j'ai bien fait de ne pas arrêter l'enregistrement plus tôt pour laisser ce dernier mot. Donc, vous retrouverez cette vidéo et le podcast donc, sur le site internet de l'Académie de Mayotte en Histoire Géo qui s'appelle Jahazi. Merci à toutes et à tous. Merci.